Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée au SHV ou syndrome d'hyperventilation. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez récemment été diagnostiqué avec ce syndrome, ou bien peut-être cela fait-il plus longtemps que le diagnostic a été posé. Peu importe, voyons ensemble ce qu'est le syndrome d'hyperventilation, son fonctionnement, ses éventuelles causes, et surtout comment le traiter. Avant tout, il est important de signaler que pour les besoins de la vidéo, et pour que l'information soit la plus accessible possible, il a été nécessaire de simplifier les explications. Cette simplification vise à favoriser une meilleure compréhension indispensable pour saisir les enjeux du traitement et l'appliquer malgré les difficultés initiales souvent observées. Cependant, lorsqu'on simplifie un contenu, il peut arriver que certaines approximations soient nécessaires. C'est pourquoi les plus avertis d'entre vous pourraient estimer que certains passages ne sont pas parfaitement exacts. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, et nous l'espérons, c'est que cette vidéo vous apporte des connaissances ainsi qu'une aide pour soulager vos difficultés actuelles. Commençons ensemble par définir ce qu'est le syndrome d'hyperventilation. Le SHV désigne une respiration ample et ou rapide, mais surtout supérieure aux besoins du métabolisme. Concrètement, cela signifie que vous ventilez de manière excessive, avec un volume d'air trop important, une fréquence trop élevée, ou les deux à la fois. Et ce, par rapport à ce dont votre corps a réellement besoin. La conséquence directe est une évacuation excessive du dioxyde de carbone, ou CO2, ce qui déclenche alors vos symptômes. Il est difficile d'aller plus loin sans faire un petit rappel du fonctionnement de notre respiration. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, nous vous recommandons de regarder la vidéo de la session 1 sur le fonctionnement respiratoire. Dans les faits, notre organisme a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie est obtenue par un processus appelé la respiration cellulaire. Dans les cellules, le glucose est combiné avec l'oxygène que nous respirons pour produire de l'énergie. Cette réaction produit également un déchet, le dioxyde de carbone. Ce CO2, nocif à haute dose, se doit d'être expulsé de notre corps lors de l'expiration. En résumé, lorsque nous inspirons, nous captons de l'oxygène et lorsque nous expirons, nous évacuons notre CO2. En temps normal, les échanges respiratoires, c'est-à-dire la ventilation, et plus précisément la quantité d'air respiré, dépendent des niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Lorsque nous manquons d'oxygène ou que nous avons trop de dioxyde de carbone, notre organisme augmente notre ventilation sans que nous ayons à y réfléchir. Et ce, pour réguler ces deux taux. Inversement, si nous avons suffisamment d'oxygène et pas assez de dioxyde de carbone, notre organisme diminue la quantité d'air respiré. Cependant, dans le cas du SHV, ce ne sont plus les taux d'oxygène ou de dioxyde de carbone qui influent sur votre ventilation, mais des éléments extérieurs, notamment l'état de stress. C'est pourquoi la ventilation augmente et le taux de CO2 diminue drastiquement. Et c'est bien là que se pose le problème. Si nous voulons tenter de comprendre l'influence d'un taux très bas de CO2, il est utile d'imaginer la situation suivante. Il vous est peut-être déjà arrivé de gonfler un matelas à la bouche. Si c'est le cas, vous vous souvenez probablement qu'au bout d'un certain temps, vous avez eu la tête qui tourne, une sensation de légère confusion, ou peut-être des fourmillements dans les mains ou autour de la bouche. Le syndrome d'hyperventilation, c'est ça, en permanence, mais avec des symptômes plus intenses. Lorsque vous avez soufflé de nombreuses fois pour gonfler le matelas, vous avez expulsé une grande quantité d'air, accompagnée par une grande quantité de dioxyde de carbone. Votre taux de CO2 sanguin a donc chuté, déclenchant les symptômes évoqués.
La différence avec le syndrome d'hyperventilation, c'est qu'en temps normal, l'organisme régule parfaitement les taux de CO2 et retrouve rapidement un niveau normal en modulant lui-même la quantité d'air ventilé. Maintenant que nous avons abordé le rôle du CO2 dans le syndrome d'hyperventilation, passons aux questions fréquemment posées par nos patients. Pourquoi ai-je ce syndrome? Pourquoi se déclenche-t-il? Est-ce grave? Comment fonctionne le traitement? Le syndrome d'hyperventilation est assez complexe à expliquer sans entrer dans les détails. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il fait partie des pathologies idiopathiques, c'est-à-dire pour lesquelles aucune cause précise n'est connue. Certaines hypothèses évoquent une anomalie au niveau du système de contrôle ventilatoire. Un peu comme si la sonde mesurant la teneur en CO2 dans l'organisme fonctionnait mal ou avait du mal à communiquer ses résultats. Ceci dit, il faut savoir que ce n'est pas une pathologie grave et qu'elle dénote plutôt un état passager à condition qu'elle soit bien prise en charge. En dehors d'autres pathologies respiratoires ou métaboliques associées au syndrome d'hyperventilation, votre appareil respiratoire fonctionne parfaitement, rassurez-vous. Deuxième point important, certains patients arrivent aux premières séances en se demandant si leurs symptômes ne sont pas psychosomatiques. Dans le cadre du syndrome d'hyperventilation, les symptômes sont bien réels et s'expliquent parfaitement par la baisse du taux de CO2. Ce n'est donc pas dans votre tête si jamais vous vous posez la question. D'ailleurs, ces symptômes sont souvent très désagréables, mais heureusement, ils sont parfaitement bénins. Troisième point, le syndrome d'hyperventilation se traite généralement bien et assez rapidement, à condition que la technique de traitement soit bien choisie et que les conseils soient bien suivis. Si nous voulions la résumer un peu, nous pourrions prendre l'image suivante. Imaginez que ce syndrome se comporte comme si le capteur de dioxyde de carbone de votre organisme envoyait une information erronée à celui-ci. Par réaction, votre organisme se mettrait alors à ventiler plus que nécessaire, déchargeant ainsi son CO2 de manière excessive et par là même déclenchant vos symptômes. L'objectif du traitement est donc de réhabituer progressivement votre organisme à fonctionner avec un taux de CO2 normal. Une fois les taux revenus à la normale, différents symptômes diminuent progressivement, voire disparaissent complètement. Maintenant que nous avons vu ensemble le principe général du traitement, voyons les différents symptômes du syndrome d'hyperventilation. Les symptômes sont très nombreux et varient considérablement d'un patient à un autre. Leur intensité est également très variable selon les individus. Nous vous déconseillons donc de vous comparer aux autres patients. Certains d'entre vous récupéreront très rapidement, tandis que pour les autres, le traitement sera plus long. Voici quelques-uns des symptômes les plus fréquemment rencontrés. Bâillement, soupir, épuisement, engourdissement, maux de tête, étourdissement, palpitations, douleur ou oppression thoracique, ou les deux, troubles digestifs, sensation de manque d'air, anxiété, crise de panique et phobie. Attention, il est important de noter que la fréquence respiratoire élevée n'est pas un symptôme, mais plutôt la cause du syndrome. Insistons sur ce point, car il sera crucial de s'en souvenir pour favoriser un traitement efficace de ce syndrome. Profitons d'avoir abordé les différents symptômes pour nous pencher sur l'un d'entre eux, le stress. En effet, ce symptôme est probablement le plus particulier, car il est considéré à la fois comme une cause et une conséquence du syndrome d'hyperventilation. Pour mieux comprendre son impact, appuyons-nous sur ce schéma. Nous comprenons alors qu'une situation angoissante peut déclencher une augmentation de la ventilation. Cette augmentation fait chuter le taux de CO2 sanguin, entraînant l'apparition des symptômes. Parmi ces symptômes, certains peuvent être anxiogènes
et peuvent conduire à une nouvelle augmentation de la ventilation. Le tout créant ainsi la boucle de l'hyperventilation. D'ailleurs, certains tests montrent une étroite corrélation entre la ventilation et le stress dans le cadre du syndrome d'hyperventilation. Une hyperventilation provoquée aboutit à une augmentation du niveau de stress. A l'inverse, lorsqu'une personne souffrant du SHV est soumise à un stress, elle déclenche une hyperventilation secondaire à ce stress. C'est pourquoi il est souvent dit que le stress est à la fois un symptôme et une cause de l'hyperventilation. Il est donc délicat de traiter le syndrome d'hyperventilation sans aborder des stratégies pour gérer le stress. Voyons donc quelques pistes pour vous y aider. Attention, nous ne sommes que des kinésithérapeutes et avons des connaissances limitées en psychologie. Ces petits conseils peuvent vous être utiles pour améliorer votre situation et ne peuvent, à eux seuls, traiter une situation psychologiquement difficile. Aussi, nous conseillons de vous tourner vers un professionnel de santé spécialisé si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans votre accompagnement. 1. Privilégier une alimentation saine. 2. Éviter les stimulants tels que la caféine, l'alcool et la nicotine. 3. Assurez-vous d'avoir un sommeil suffisant, c'est-à-dire en moyenne 7 à 9 heures. 4. Pratiquez régulièrement une activité physique. Attention, dans le cadre du SHV, il est toutefois conseillé de suivre des conseils spécifiques pour pratiquer une activité physique de manière bénéfique et ainsi diminuer vos symptômes. Les activités comme le yoga peuvent être bénéfiques à condition de bien les réaliser. Il est également possible de se tourner vers la méditation ou des activités de pleine conscience à condition d'adopter une ventilation en accord avec le traitement. 5. Gérez votre temps de manière à bien organiser votre emploi du temps et les tâches à réaliser pour éviter une surcharge stressante. 6. Prenez des pauses régulières pour vous détendre. 7. La relaxation peut également être utile, massage, bain chaud ou simplement écouter de la musique apaisante. 8. Exprimez vos difficultés du moment à des personnes de confiance, qu'elles soient familiales ou amicales. 9. Les loisirs et hobbies ou toute activité plaisante qui pourrait vous permettre de vous focaliser sur autre chose que vos difficultés actuelles. Et enfin 10. La déconnexion numérique. Limiter le temps passé sur les écrans et les réseaux sociaux peut réduire la surcharge d'informations potentiellement stressantes. N'hésitez donc pas à essayer plusieurs de ces recommandations pour voir lesquelles ont un impact positif sur votre niveau de stress. Après avoir exploré le stress, son impact et les clés pour le contenir, voyons maintenant plus en détail l'impact du taux de CO2 sanguin sur vos symptômes. Pour être normal, c'est-à-dire comme dans la population générale, le taux de dioxyde de carbone sanguin doit se situer entre deux valeurs spécifiques. Sur le schéma, ces valeurs sont représentées par les deux traits rouges. Lorsque le taux de CO2 se situe entre ces deux valeurs, il est dans la norme et il n'y a aucun symptôme lié à ce taux. Si le taux dépasse la ligne supérieure, il y a alors trop de CO2 dans l'organisme et nous parlons alors d'hypercapnie. A l'inverse, si le taux passe en dessous de la ligne inférieure, il n'y a plus assez de CO2 dans l'organisme. Nous parlons alors d'hypocapnie, qui est précisément ce qui se passe dans le syndrome d'hyperventilation. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que dès que le taux de CO2 passe en dessous de cette barre, les symptômes apparaissent. Aussi, pour traiter au mieux ce syndrome et les symptômes associés, l'idée est de faire remonter ce taux de CO2 aussi vite que possible pour qu'il réintègre les valeurs normales ou physiologiques, car c'est seulement à ce moment-là que les symptômes diminueront, voire disparaîtront. Pour ce faire,
nous allons réaliser des micro-apnées expiratoires. Pour nous aider, nous allons utiliser une application de type cohérence cardiaque et la régler de la manière suivante. Temps d'inspiration, 2 secondes. Temps d'apnée inspiratoire, 0. Temps d'expiration, 3 secondes. Temps d'apnée expiratoire, 5 secondes. Il va alors falloir suivre le mouvement du curseur symbolisant votre respiration, et ce, si possible, durant 5 répétitions du cycle. À la montée, il faut inspirer doucement par le nez, c'est-à-dire faire entrer progressivement l'air dans vos poumons. Ensuite, vient immédiatement le temps d'expiration, où il faut souffler lentement par la bouche. Une fois ce temps terminé, c'est le moment de faire une apnée expiratoire de 5 secondes. Durant ce temps d'apnée, il ne faut ni faire entrer d'air, ni en faire sortir. L'idéal est de répéter ce cycle 5 fois. Une fois ces cycles consécutifs terminés, vous pouvez recommencer à respirer sans faire de temps d'apnée, mais en continuant à contrôler votre ventilation. En effet, si vous reprenez de très grandes respirations après ces cycles, vous risquez de chasser le CO2 que vous venez d'accumuler. Dès que vous vous sentirez de nouveau prêt, c'est-à-dire au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, vous pouvez alors reprendre ce cycle de 5 répétitions. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'il est possible d'hyperventiler en réalisant cette technique, alors que c'est précisément l'inverse que nous cherchons. Il faut donc veiller à contenir les volumes que vous allez inspirer et expirer. Sur la vidéo, vous voyez 2 situations identiques en ce qui concerne la fréquence respiratoire. Dans les 2 cas, la courbe est bien suivie, donc l'exercice est bien mené. Cependant, vous pouvez constater que le volume ventilé à droite est beaucoup plus important que celui de gauche. La situation de droite est possiblement une hyperventilation. N'oubliez pas qu'hyperventiler ne signifie pas forcément respirer trop rapidement. Cela peut aussi signifier ventiler beaucoup trop profondément. Vous devez donc surveiller votre volume pour qu'il soit le plus petit possible lorsque vous faites l'exercice. Pour bien faire, il faut que votre volume pendant l'exercice soit suffisant pour que vous puissiez réaliser le cycle 5 fois de suite, tout en gardant des volumes aussi petits que possible. Pensez à bien vous installer, si possible en position assise légèrement inclinée. Relâchez votre tête et portez une main en haut de votre poitrine pour sentir le volume que vous respirez. Ces volumes doivent rester aussi petits que possible. Au début de la prise en charge en kinésithérapie, demandons à nos patients de faire cet exercice du matin au soir, le plus souvent possible, pendant les 48 à 72 premières heures. En clair, malgré les contraintes de la vie quotidienne, il faut réaliser cette tâche tout le temps, pendant 48 à 72 heures. C'est ce que l'on appelle la phase initiale. Phase initiale, durant laquelle vous commencez cette technique, peut être particulièrement délicate. En effet, vous êtes habitué à ventiler plus que ce dont votre corps a besoin. Et, malgré ça, vous pouvez quand même avoir l'impression de manquer d'air. C'est pourquoi il nous est souvent fait la remarque suivante. J'ai l'impression de manquer d'air, de ne pas pouvoir suffisamment remplir mes poumons, et comme traitement, vous me demandez de remplir encore moins. C'est effectivement là que réside la difficulté initiale. D'un côté, vous allez avoir l'impression de manquer encore plus d'air. Votre organisme vous dira « tu as trop de CO2, ventile, ventile, ventile ». D'un autre côté, l'ensemble des symptômes que vous ressentez prouvent qu'au contraire, vous n'avez pas assez de CO2, que vous ventilez trop. Alors, pas de panique. Beaucoup de patients sont passés par là. Ce sont bien vos symptômes qui vous aiguillent sur la bonne voie, et c'est pourquoi nous nous appuyons toujours sur eux pour savoir où en est votre taux de CO2. Donc, il va falloir très progressivement réhabituer votre ressenti
et réhabituer votre organisme à fonctionner avec un taux de CO2 normal. Commencez par faire cette technique progressivement. Si vous n'arrivez pas à faire 5 cycles de suite dès le début, ça n'est pas grave. Commencez par en faire 2, puis 3, puis, avec du temps et de l'entraînement, vous finirez par y arriver sans trop de difficultés. Rapidement, vous pourrez sentir la baisse de vos symptômes. N'oubliez pas que quasiment tous les patients, par ces difficultés initiales, finissent par les dépasser. Vous aussi, vous y arriverez. Si vous souhaitez vous rassurer, vous pouvez toujours utiliser un oxymètre de pouls pour surveiller votre taux d'oxygène. Vous pourrez alors constater, durant vos exercices, même lorsque vous avez l'impression de manquer d'air, que votre organisme n'en manque absolument pas. Cela peut s'avérer être une aide psychologique appréciable lors de la réalisation des exercices, à condition que cela ne devienne pas une habitude néfaste. Maintenant que nous avons abordé la mise en place du protocole initial, il paraît utile de faire une petite parenthèse sur les suites souvent observées après la première séance. Il arrive souvent que les patients ayant eu la première séance nous tiennent le discours suivant. Je ne comprends pas. Durant la première séance, mes symptômes ont diminué, je me sentais mieux, je suis rentré chez moi, j'ai bien fait l'exercice comme au cabinet, et alors là, malgré l'exercice, mes symptômes sont revenus, je n'ai pas réussi à les faire diminuer. Ils ont même un peu augmenté. Alors pourquoi cette technique marche au cabinet et pas au domicile du patient? L'explication est assez simple. Lorsque les patients sont rentrés chez eux, ils ont fait leurs exercices, ils ont hyperventilé pendant l'exercice, ce qui a eu pour effet de faire baisser leur taux de CO2 et a fini par réveiller leurs symptômes. C'est pourquoi il est indispensable de bien surveiller ces volumes respiratoires pendant la réalisation de l'exercice. S'installer confortablement et surtout, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, qui est probablement la clé de la réussite, il va falloir coter vos symptômes. Alors, pourquoi est-ce si important de surveiller et de coter ces symptômes? Comme nous l'avons abordé plus tôt, c'est le fait que votre taux de CO2 passe sous la barre inférieure de la norme qui va entraîner l'apparition de vos symptômes. Sur le schéma, nous voyons la variation du taux de dioxyde de carbone au cours du temps. Tant qu'il reste entre les deux barres, c'est-à-dire entre les valeurs normales du CO2, tout va bien. Il n'y a pas de symptômes. Seulement, dès que ce taux va descendre en dessous de la barre, vous allez vous trouver en hypocapnie et déclencher les symptômes qui vont avec. C'est donc à ce point précis que les symptômes se déclenchent. Notre but est donc de vous aider à rester entre ces deux valeurs. Seulement, il n'est pas possible de passer sa journée équipé d'un capnographe pour savoir si nous sommes dans la norme ou si nous n'y sommes pas. Par contre, il est possible de surveiller ces symptômes et de repérer celui qui apparaît le premier lorsque votre taux de CO2 diminue et que vous hyperventilez. C'est précisément au moment où ce symptôme apparaîtra, après la phase initiale des 48 heures, que vous devrez faire de manière autonome vos exercices, et ce, jusqu'à la disparition complète du symptôme. Il est donc important que vous soyez en capacité d'évaluer vos symptômes entre 0 et 10. 0 étant une absence totale du symptôme, et 10 le niveau maximal qu'il puisse atteindre. Cela vous aidera également à savoir si vous faites bien vos exercices. En effet, si vos symptômes stagnent ou augmentent, c'est que votre taux de CO2 stagne ou continue de diminuer. A contrario, si vos symptômes diminuent, c'est que vous faites bien votre exercice et que votre niveau de CO2 tend à augmenter. C'est donc l'indicateur indispensable au traitement. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas se contenter de se dire « je vais mieux » ou « je vais moins bien ». Ce symptôme, ça va.
symptômes, ça va pas trop. Il faut évaluer précisément chaque symptôme pour savoir exactement où vous en êtes et ainsi adapter au mieux votre exercice. Dernier point par rapport à ça, plus vos symptômes sont importants et plus votre taux de CO2 est bas. Plus il est bas, et plus il faudra du temps pour le faire remonter. Aussi, n'attendez pas pour faire l'exercice dès l'apparition de vos symptômes afin de faire remonter votre taux de CO2 au plus vite. Plus vous resterez dans la norme, plus vite votre syndrome sera traité. Vous pouvez vous rendre compte sur ce schéma qu'il est plus facile et plus rapide de faire remonter le taux de CO2 dans le cas numéro 1 que dans le cas numéro 2. Il faut donc réagir vite lorsque les prémices des symptômes apparaissent, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cotés à 1 ou à 2, et surtout ne pas attendre que vos symptômes soient très importants, c'est-à-dire à 7 ou 8, pour intervenir. En un mot, dès que les symptômes apparaissent, il faut appliquer cette technique et le faire jusqu'à la disparition totale des symptômes. A contrario, si vous n'avez pas de symptômes, il n'y a aucun intérêt à faire l'exercice, car cela signifie que votre taux de CO2 est probablement dans la norme. Pour résumer tout ce qui a été évoqué dans cette partie, il faut retenir les éléments suivants. 1. Évaluer vos symptômes. Il est important de savoir évaluer ces symptômes pour déterminer si le taux de CO2 est bon et s'il faut ou non faire les micro-apnées expiratoires. 2. Intervenez rapidement. Dès qu'un des symptômes liés à l'hyperventilation apparaît, il faut mettre en place les micro-apnées expiratoires jusqu'à la disparition complète des symptômes. 3. Contenez votre ventilation. Il est crucial de contenir sa ventilation durant la réalisation de l'exercice pour éviter d'hyperventiler en le réalisant. Et enfin 4. La ventilation est la cause. Rappelez-vous que la ventilation n'est pas un symptôme, mais bien la cause. Donc, en l'absence de symptômes, ne changez rien. N'essayez pas de ventiler différemment. Après avoir vu ensemble la technique pour traiter en partie le syndrome d'hyperventilation, voyons maintenant le rôle d'un élément clé nous permettant d'accélérer l'amélioration immédiate, mais aussi à long terme, l'activité physique. Mais avant d'expliquer le rôle de l'activité physique dans le traitement du syndrome d'hyperventilation, il est indispensable d'évoquer préalablement un élément important, l'essoufflement. Lorsque l'on parle d'hyperventilation, beaucoup pensent qu'il faut éviter tout type d'essoufflement, y compris l'essoufflement d'effort. Cependant, il est crucial de comprendre que l'hyperventilation est le fait de respirer plus que ce dont l'organisme a besoin, tandis que l'essoufflement durant l'activité physique est quelque chose de tout à fait normal et même nécessaire pour fournir de l'oxygène aux cellules et expulser le CO2 produit en grande quantité pendant l'effort. C'est pourquoi l'activité physique nous sera très utile. En effet, avec un taux de CO2 bas et des symptômes probablement élevés, l'activité physique permet de produire du CO2 rapidement, augmentant ainsi le taux de CO2 sanguin et réduisant, voire éliminant vos symptômes. L'activité physique est donc un allié précieux pour le traitement rapide des symptômes de l'hyperventilation. Cependant, il y a des précautions à prendre pour obtenir ces résultats. Rien n'est jamais simple avec le syndrome d'hyperventilation. Et il ne s'agit donc pas de pratiquer n'importe quelle activité, ni de le faire de n'importe quelle manière. Il est essentiel de suivre quelques conseils et de comprendre les difficultés que vous pourriez rencontrer au début. Tout d'abord, nous vous recommandons de commencer par le vélo d'appartement. Ensuite, privilégiez des activités courtes et assez intenses. La réussite de l'activité physique dans l'amélioration de vos symptômes dépendra des premières minutes d'exercice. Il est donc crucial de bien respecter les conseils de début d'activité physique.
Enfin, il n'y a pas d'intensité universelle. Cela dépendra du bilan que nous aurons établi ensemble lors de la première séance. Alors pourquoi prendre autant de précautions si l'activité physique est si bénéfique dans la lutte contre le syndrome d'hyperventilation? Tout simplement parce que si l'exercice est mal réalisé, il peut aggraver vos symptômes. En voici l'explication. Notre objectif, comme vous l'aurez compris, est d'utiliser le CO2 produit par votre organisme pendant l'activité physique pour augmenter votre taux sanguin de CO2 et ainsi diminuer drastiquement vos symptômes. Cependant, lorsque certains patients souffrant de ce syndrome décident de faire une activité physique, ils ressentent souvent de l'angoisse à cette idée et commencent à hyperventiler avant même de commencer. Leur taux de CO2 commence donc déjà à baisser avant l'activité. Ils montent sur le vélo, commencent à pédaler et continuent de ventiler plus que nécessaire, anticipant l'effort et probablement aussi à cause du stress de se sentir mal pendant l'activité physique. La baisse du CO2 continue. Ainsi, sans même s'en rendre compte, avant que leur organisme ait commencé à produire du CO2, ils en ont déjà expulsé beaucoup, réduisant considérablement leur taux de CO2. Par conséquent, leurs symptômes augmentent, ce qui les pousse à arrêter l'exercice avant même que celui-ci ait pu leur apporter une amélioration. Leur conclusion est alors tout à fait compréhensible. Le sport, ça n'est pas pour moi. Je me sens encore plus mal lorsque j'en fais. Évidemment, cette idée est complètement erronée. C'est la mise en route qui a été mal effectuée. Alors, comment faut-il s'y prendre? Tout d'abord, je fais des micro-apnées expiratoires au repos pendant au moins 10 minutes avant de commencer l'activité physique. Et à la fin de ce temps, j'évalue mes symptômes. Évidemment, pendant toute la phase de micro-apnée de repos, je vérifie que mes volumes respiratoires restent légers pendant cette phase. Ensuite, je monte sur le vélo et je continue de pratiquer les micro-apnées expiratoires, toujours avec l'application, et ce, pendant les 3 premières minutes de l'activité physique. Le tout en augmentant progressivement et significativement la résistance. C'est clairement le moment le plus difficile à tenir, mais heureusement, il est court. Après ces 3 minutes, votre organisme produira suffisamment de CO2 pour que l'augmentation de la ventilation ne puisse plus faire baisser le taux de CO2 en dessous de la valeur seuil. J'arrête donc les micro-apnées et je continue mon activité physique avec une intensité importante et surtout, je respire comme je veux. Votre organisme va produire beaucoup de CO2, vous serez essoufflé, ce qui est tout à fait normal. Mais surtout, vos symptômes vont enfin pouvoir diminuer. À la fin de mon activité, j'évalue mes éventuels symptômes, je me laisse 1 à 2 minutes de récupération, puis je reprends mes micro-apnées pendant 5 minutes pour retrouver un volume respiratoire contenu et ainsi éviter que mon taux de CO2 ne redescende. Ainsi, l'activité physique pourra vous être bénéfique et vous permettre de réduire efficacement vos symptômes. En suivant cette procédure, l'activité physique pourra vous être bénéfique et vous aider à réduire efficacement vos symptômes. Pour clôturer l'ensemble des éléments abordés durant la vidéo, voici un court résumé des points à retenir. Tout d'abord, bien que les symptômes soient particulièrement désagréables, le syndrome d'hyperventilation est un trouble bénin dû au faible niveau de CO2 dans votre organisme. Pour le traiter, nous utilisons entre autres la technique des micro-apnées expiratoires ainsi que l'utilisation mesurée de l'activité physique, et ce afin d'améliorer les symptômes. Nous voici maintenant au terme de cette vidéo. Nous espérons que malgré les symptômes particulièrement désagréables,
Celle-ci vous aura rassuré sur le caractère bénin de ce syndrome et surtout qu'elle vous sera utile dans votre parcours pour surmonter le syndrome d'hyperventilation. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, notamment dans les moments où vous pourriez être plus stressé ou dans les moments où vous pourriez douter un peu plus. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations lors de vos prochaines séances. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette démarche et que nous sommes là pour vous soutenir. Accrochez-vous, le SHV sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.